Bonjour à vous. Je vous fais une petite introduction à la vidéo que j'ai enregistrée hier avec Jordan Marion, qui est astrologue et avec lequel nous avons abordé le sujet des nakshatras, c'est-à-dire les demeures lunaires en astrologie védique. Finalement, cette vidéo a pris une tournure complètement inattendue, puisqu'elle ne propose pas seulement une approche théorique, on est allé dans la pratique en prenant nos thèmes respectifs et notamment le mien. Alors hier, il est vrai qu'il ne faisait pas tout à fait le même temps et donc nous avons enregistré cette émission à l'intérieur et pour ma part avec une grosse chemise. Finalement, à travers mon thème védique et cette approche des demeures lunaires, nous avons mis en lumière cette période particulièrement difficile que je traverse en termes de santé. Donc je vous propose cette vidéo avec un Jordan Marion toujours autant passionnant et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour Jordan. Bonjour Marie. Eh bien, je suis vraiment très contente de te recevoir pour la deuxième fois, deuxième émission qu'on fait ensemble sur un sujet qui m'intéresse au plus haut point, que j'ai vraiment envie d'approfondir moi personnellement, qui sont les maisons lunaires. Donc, on va essayer d'aller à la rencontre de l'intérêt de ces maisons lunaires, comment elles fonctionnent. Puis bon, tu prendras quelques exemples. Alors, bien sûr, c'est un thème qui mériterait certainement beaucoup plus d'émissions si on veut vraiment approfondir. Mais bon, là, je dirais que c'est une première approche. C'est Voilà. ça. Donc, je te laisse la main. Par quoi on va démarrer? Ça marche. Alors déjà, c'est intéressant que tu exposes ce terme de demeure lunaire ou de maison lunaire, parce que c'est ce qu'on va retrouver chez Alexandre Volgin. Dans son petit ouvrage qu'il avait écrit, qui est ici, qui s'appelle Astrologie lunaire, il parle effectivement des maisons lunaires, parce que la Lune, chaque jour, change de constellation, et donc ça va être nos 27 constellations qu'on a en astrologie indienne, à savoir qu'on a à peu près les mêmes en astrologie arabe, mais on en a 28. Et traditionnellement, on en avait 28 aussi en Inde, mais depuis le 6e siècle, on a voulu arrimer l'astrologie sidérale, donc les nakshatras, sur l'astrologie des signes, en tout cas, enfin, des constellations du Bélier au Poisson, et donc on a réduit les nakshatras qui avaient des longueurs inégales, on les a réduits à 13 degrés 20 chacun, et donc c'est pour ça que chaque nakshatra faisant 13 degrés 20, la Lune faisant à peu près 12 degrés par jour, eh bien elle traverse chaque demeure chaque jour, et donc 27 nakshatras qui renvoient aussi aux 27 jours des révolutions lunaires. Donc là, on a la boucle est bouclée entre guillemets. Petit point historique, les nakshatras, ça fait partie du corpus védique. C'est-à-dire qu'on retrouve il est fait mention des nakshatras dans le corpus védique, c'est-à-dire dans les textes sacrés que sont les Védas, et notamment dans l'Atharva Veda, où on a plus de 160 versets qui parlent vraiment d'astronomie et un petit peu d'astrologie, mais surtout on a cette idée que alors on prenait surtout la Lune et le Soleil, quand la Lune ou le Soleil traversaient tel nakshatra, telle demeure lunaire, eh bien c'était le bon moment pour faire telle ou telle chose. Voilà. Et ces nakshatras donc existaient déjà, on en avait 28 à l'époque, et on en a retiré une, qui s'appelait Abhijit, mais peu importe. On l'a retirée parce que l'étoile la plus brillante, qui s'appelait Vega, n'était pas dans l'écliptique, elle était trop éloignée. Donc je me suis dit, celle-ci, on peut la mettre un peu de côté, et donc on va faciliter les choses et on va garder 27 demeures lunaires. Il y a aussi une raison symbolique de pourquoi on en a 27. C'est parce que en astrologie indienne, on utilise 7 planètes plus les 2 nœuds lunaires, ce qui nous fait 9 planètes, puisque les nœuds lunaires vont être considérés comme des planètes d'ombre. Et donc forcément, 27 étant un multiple de 9, ça veut dire que chaque planète va régir 3 nakshatras, les nœuds compris donc évidemment. Et ça va être intéressant aussi pour le côté symbolique, c'est que 27, c'est 2 plus 7, et ça fait 9. Et le 9,
en astrologie, même dans toute la philosophie indienne, c'est quelque chose de sacré. Symboliquement, c'est super important. Par exemple, dans le nombre 108, 1 plus 0 plus 8, ça fait 9 aussi. Mhm. Et justement, les nakshatras, il y en a 27, et on peut découper chaque nakshatra par 4 parties de 3 degrés 20. Or, si on divise 360 degrés, donc c'est-à-dire le zodiaque, par 3 degrés 20, eh bien, on va obtenir 108 parties. Voilà. Donc on retrouve c'est symbolique en fait, on retrouve ce nombre sacré du 108 qu'on retrouve aussi par exemple dans les 108 textes tantriques ou plein de choses reliées au 108. Et donc on peut travailler évidemment sur les 27 nakshatras. Déjà si on travaille sur les nakshatras, on va être très précis bon, alors on va voir pourquoi justement, on va pouvoir être très précis dans l'interprétation ou la prédiction. Mais si on veut encore être plus précis, eh bien, on va pouvoir diviser encore par 4 pour avoir 108 secteurs du thème pour effectivement faire des choses encore plus précises, que ce soit en termes d'interprétation ou en termes de prédiction. Voilà. Ok. Je reprécise parce que bon, normalement c'est indiqué dans le titre, mais nous sommes bien là en astrologie védique et donc on utilise le zodiaque sidéral. C'est ça. Voilà. Alors, il y a des petites écoles qui utilisent le zodiaque tropique, mais c'est assez marginal. La Ouais. plupart du temps, effectivement, on utilise le sidéral depuis au moins le 6e siècle en astrologie indienne. Ça fonctionne très bien, le sidéral, parce que ce sont des techniques qui ont été éprouvées depuis plus de 1500 ans. Donc forcément, il y a un moment donné où on a gardé ce qui fonctionnait et puis on a rejeté ce qui fonctionnait pas. Et on a quand même un argument de poids, ne serait-ce qu'historique, c'est que forcément, si les astrologues ils se trompaient, ils étaient pas bien. Hein, surtout à l'époque du Moyen Âge, hein, c'était soit l'exil au mieux, au pire c'était évidemment l'exécution. Donc ils étaient obligés d'être efficaces dans leur pratique. Oui. Voilà. Donc quand on se demande qu'est-ce qui fonctionne le mieux, le tropique ou le sidéral, en fait les deux, puisque à chaque fois les astrologues devaient être tout simplement efficaces, sinon ils faisaient pas long feu, on va dire. Alors, je reprécise aussi pour ceux qui te découvriraient, Oui, c'est que toi, tu as démarré par l'astrologie védique et c'est ça. l'utilisation du zodiaque sidéral, mais quelques années plus tard, tu as aussi fait de l'astrologie tropicale, donc Oui. utiliser le zodiaque tropical, et en fait, tu navigues de l'un à l'autre. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite avec Jordan, où il explique la pertinence de chacun des systèmes que j'ai trouvé passionnante. Voilà, moi j'aime bien tricoter les choses entre elles et Mhm. non pas les opposer, hein, c'est l'un ou l'autre. Non, bah, des fois c'est l'un et l'autre. Voilà, Quand même. exactement. Ouais, c'est ça. Et puis après, on peut même rajouter l'astrologie allemande, Oui, qui voilà, est, qui est- l'astrologie qui est- uranienne. voilà, qui est encore plus particulière, mais on s'en sert surtout pour certaines choses bien précises. Pour revenir un petit peu au nakshatra, donc on a vu que chaque nakshatra était régi par une planète. Enfin, une planète régit 3 nakshatras, si bien que euh, on peut, pour comprendre un nakshatra, déjà se référer un petit peu à la planète. Ça peut être important. Par exemple, si je partage l'écran et que je partage donc ton thème Ouais. et que j'ai donc ton ascendant qui se retrouve dans la constellation du Cancer, Mhm. on va avoir une énergie qui va être plutôt une personne comme l'exaltation, comme le Cancer, c'est l'exaltation de Jupiter, une personne qui va avoir accès à la connaissance, qui va généralement avoir le cœur sur la main, qui va être plutôt généreuse parce que c'est les attributs de Jupiter. Mais parmi le type cancer, ascendant cancer ici, que tu vas être marqué par une constellation particulière. Et cette constellation particulière ici, eh bien, elle est régie par Mercure. C'est ce qu'on voit ici en tout petit. On a l'ascendant
On a les trois premières lettres, c'est le nom du nakshatra. Donc ici, il va s'appeler Ashlesha, mais peu importe. Et entre parenthèses, on a les deux premières lettres de la planète, si bien que ici, on a Mercure qui régit ce nakshatra. Et donc, par rapport à la plupart des ascendants Cancer, qui peuvent être très sensibles, qui peuvent être très introvertis, etc., toi, tu seras un Cancer qui sera mercurienne, c'est-à-dire plutôt intellectuelle, qui va être intéressé par les choses de Mercure. C'est pour ça qu'il y a énormément d'astrologues qui ont ce nakshatra. Moi, j'ai le même, par exemple. Hein. Mon ascendant est au même endroit quasiment. On va jouer sur la planète qui régit le nakshatra pour comprendre en profondeur le nakshatra. En astrologie indienne, on va retrouver ça. C'est-à-dire qu'en fait, les nakshatras du soleil, dont fait partie ton Mercure ou ton Soleil. Hein, par exemple, ça va être le nakshatra ici qui va s'appeler Uttara Phalguni. Uttara Phalguni, c'est aussi relié généralement au Jyotish. Jyotish, c'est le nom qu'on donne à l'astrologie indienne, donc ça signifie la lumière. Et comme c'est un nakshatra du Soleil, eh bien évidemment, on est dans cette symbolique-là. Alors bien sûr, tous les gens qui sont marqués par Uttara Phalguni ne sont pas astrologues. Il faut qu'il y ait d'autres configurations qui, évidemment, aillent dans ce sens. Et si, par exemple, on regarde ton thème complémentaire ici, qui est le D9, on voit bien qu'il y a Mercure en maison 10. Et donc, qu'il y a une importance de l'astrologie dans ta vie. Parce que la maison 10, c'est ce qui prend plus de place. Et Mercure, c'est la planète des astrologues en astrologie indienne. Donc ça va être des particularités qui vont venir nous intéresser. Alors, pourquoi j'ai pris le petit thème complémentaire? Justement parce que ce thème complémentaire, c'est une division par 9 d'une grande constellation de 30 degrés. Par exemple, si on veut diviser le Cancer, l'ascendant Cancer, on va le faire par 9. Et c'est pratique parce que je sais que ton ascendant, c'est dans un nakshatra d'Ashlesha. Et Ashlesha, c'est... donc on a dit qu'il y avait chaque nakshatra avec 4 parties. Et la première partie d'Ashlesha, elle se trouve en Sagittaire. La deuxième en Capricorne, la troisième en Verseau, et la dernière, dont tu fais partie ici, en Poisson. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que toutes les petites parties dont je parlais tout à l'heure, les 108 parties du zodiaque, eh bien, en fait, on les retrouve dans ce petit carré, puisque chaque petit carré fait en réalité, dans ce D9, qu'on appelle la division par 9, fait en réalité 3 degrés 20, c'est-à-dire un quart de nakshatra. C'est pour ça que et justement, c'est la division par 9, encore une fois, parce que c'est le chiffre sacré. Donc, toute l'astrologie repose, en tout cas indienne, repose sur une symbolique du chiffre, du nombre sacré, qui est particulièrement le chiffre 9, avec ce nakshatra, avec les différentes parties de nakshatra. Et on peut interpréter ça de manière beaucoup plus concrète et moins technique. Si je prends alors, on va comparer nos deux thèmes, ça va être marrant. Tu vois, si par exemple je prends ton thème, donc ton ascendant est à 26 cancers, mon ascendant est à 21 cancers. Quelqu'un qui connaît pas trop les nakshatras, il va dire, on a deux ascendants cancers, et en fait, il va un petit peu nous interpréter de la même manière. Bon. Ensuite, s'il connaît un peu les nakshatras, il va approfondir. Et puis il va dire, on a deux personnes qui sont plutôt intellectuelles, qui peuvent être axées sur des métiers assez atypiques parce que c'est le nakshatra qui va donner ça. En revanche, là où vraiment on va être complètement différent, c'est justement sur ce D9, c'est-à-dire sur ce qu'on appelait les padas, donc les parties de nakshatra. Puisque ton ascendant va finalement se retrouver en Poisson, or le mien va se retrouver en Capricorne. Si bien qu'en fait, on va avoir, pour ton cas, une personne qui va avoir un côté Cancer sous-type Poisson, donc extrêmement sensible, tandis que moi, beaucoup moins. Moi, on va avoir un côté Cancer, mais sous-type Capricorne. Donc, pour moi, on va avoir un côté plus froid, on va avoir un côté plus peut-être business avec le Capricorne, et toi, ce sera
logiquement plus spirituel, plus dans cette ouverture d'esprit, etc. Parce que ce sera Ça me fait rire parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je suis pas du tout business, quoi. Alors, le poisson, généralement, pas tellement, effectivement. Mais cancer poisson, on est vraiment sur des énergies très douces, en fait, avec l'eau, en fait, ici. Alors que moi, on est un peu plus complémentaire, hein, évidemment, avec l'eau et la terre. Donc, voilà déjà une manière pour, si vraiment on veut être au plus précis possible, pour approfondir la connaissance des petites parties des nakshatras. Voilà pour cette petite précision. C'est-à-dire que on a des nakshatras, deux personnes qui vont avoir un ascendant dans le même signe, par exemple 1 à 0 cancer et 1 à 26 cancer, ils n'auront rien à voir en commun, rien. Parce que c'est des nakshatras différents. Et même les gens qui auront le même nakshatra, si les padas, donc les parties sont différentes, eh bien, elles vont avoir des énergies totalement différentes aussi. Elles vont avoir évidemment des points communs, mais elles vont avoir, par exemple, on est tous les deux astrologues, mais elles vont avoir aussi une manière de faire de l'astrologie qui vont être différentes. Voilà. Mm. Donc c'est très très moi j'adore hein, voir ces différentes particularités entre les personnes. Hmm. Alors, chaque nakshatra est aussi relié en fait à des mythes. Exactement. En fait, chaque nakshatra va être relié à des planètes, mais ces planètes ont été en fait un petit peu un ajout tardif. Traditionnellement, elles sont reliées à des divinités, Ouais. et la plupart du temps à des divinités védiques. Hmm. Par exemple, si si je prends un nakshatra Einstein, chez Einstein, on avait un ascendant dans un nakshatra qui s'appelle Ardra. Ardra, c'est régi par la divinité qui s'appelle Rudra. Et Rudra, en fait, c'est Shiva, mais c'est Shiva védique. C'était son nom donc c'est la forme terrible de Shiva, mais il n'y avait pas le nom Shiva à l'époque védique. C'est donc entre guillemets l'ancêtre de Shiva. Donc c'est à la fois, c'est un dieu complexe. À chaque fois les dieux védiques sont complexes. Ils régissent un petit peu comme en mythologie grecque plein de choses. Et donc Rudra va avoir un lien avec la guérison, mais en même aussi avec la destruction. Parce que ce qui régit Rudra, ça va être les larmes, ça va être la tristesse. Et euh, plus particulièrement, puisque Ardra, donc le nakshatra de Rudra, est régi par Rahu, donc le nœud nord, particulièrement dans ce qui va avoir un lien avec Rahu en 8 avec Mars. Parce que Rahu est collé à Mars en maison 8. Et donc, c'est un signe de destruction. Et qu'est-ce qui a rendu profondément malheureux Einstein? C'est les effets de ses travaux sur la bombe atomique. Ouais. Voilà. Et donc, de l'ordre de la destruction avec Ardra. Hmm. Voilà. Et souvent, on a des petites... donc, ça veut dire que la destinée peut se manifester en suivant diverses mythologies ou généralement la mythologie qui est reliée aux divinités, justement. Donc, on peut étudier chaque divinité dans les textes védiques, par exemple, pour avoir une idée de ce qui va se jouer dans l'existence du natif. Bien sûr, tout ne va pas se jouer. Ce qui va se jouer, c'est ce qui va être en commun avec le mythe et les configurations planétaires du natif. Hmm. Voilà. Par exemple, ici, on avait quelque chose en lien avec des recherches destructrices. Parce que Mars est le nœud nord en maison 8. Alors, le nœud nord en maison 8, on a une personne qui va être obsédée par la recherche au point d'oublier de manger. Nœud sud en 2, on oublie de s'alimenter. Et puis, donc il y a cette idée qu'on arrête vraiment des choses de la survie, entre guillemets. Sa femme devait l'appeler pour manger, hein, par exemple. Sinon, il ne mangeait pas. Et ça lui a causé des problèmes de santé. Et Mars en 8, bah, c'est des choses un petit peu destructrices, surtout quand c'est perverti par le nœud nord. Donc, on a des recherches qui peuvent être douloureuses, au final, pour le natif. Donc, là, on avait effectivement les configurations qui allaient dans le sens du mythe. Alors bien sûr, on peut s'en servir, on peut s'en sortir sans les mythes, mais on va dire que les mythes vont renseigner vont valider en fait les configurations et vont vraiment être
très précises. Par exemple, pour toutes les questions un peu délicates, vous savez que dans les mythes, il y a beaucoup d'inceste, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de choses très difficiles comme ça. Eh bien, ça, on le voit avec les nakshatras et les diverses configurations qui vont aller dans le même sens, Mm. particulièrement. Euh, et c'est ce qui va distinguer en fait une personne qui aura les mêmes nakshatras, mais qui n'auront pas subi les mêmes événements, parce que les configurations planétaires vont être un petit peu différentes. Ok. Voilà. Donc, Alors, étant donc ascendant Cancer, mon nakshatra de l'ascendant, c'est enfin qui est relié donc à Mercure. oui, Euh, Ashlecha, ouais. et donc la Lune étant le maître de mon ascendant, le degré là où elle se trouve va aussi avoir une importance. Oui, voilà. Alors, en fait, les nakshatras les plus importants, il y en a plusieurs. Il va y avoir, en priorité, la Lune, pour tous les thèmes. Alors, D'accord. bien sûr, comme c'est ton maître d'ascendant, encore plus. Voilà. Donc, ce nakshatra va être important d'une part. D'autre part, l'ascendant va être hyper important euh, pour le nakshatra également. Donc, en fait, ici, c'est intéressant parce que ton ascendant est dans un nakshatra de Mercure et ta lune aussi. Hein. Donc, forcément, on peut difficilement faire une personne plus mercurienne en tant que nakshatra. Voilà. D'accord. Ensuite, on va avoir généralement, donc c'est ce qui va être prioritaire, donc ascendant, maître d'ascendant et lune. Et ensuite, évidemment, si tu as plusieurs planètes, généralement un amas planétaire, donc au moins 3 planètes, dans un même nakshatra, ce qui va être, par exemple, mon cas ici, on a 3 planètes dans le même nakshatra. D'accord. Forcément, ce nakshatra va avoir une énorme importance Mm. dans la vie du natif. Forcément. Mm. Bon. Donc, par exemple, ça, c'est un nakshatra qui signifie les 100 médecins. Donc, généralement, ça va donner des problèmes de santé. Et puis, ça va donner des problèmes de santé pour les gens régis par la planète. Par exemple, j'ai un frère qui est handicapé, donc il voit tout le temps plein de médecins, maître de 3 dans les 100 médecins. Voilà. Ma compagne, elle est à fond dans tout ce qui est thérapie, thérapeutique, etc. Donc, elle voit plein de gens, d'énergéticiens, etc. Donc, elle voit plein de thérapeutes. Mhm. Et puis, elle a eu des petits problèmes de santé. Donc, elle a vu plusieurs experts qui disaient des choses différentes. Parce que souvent, les 100 médecins, bah, on en voit plusieurs parce que ils sont assez incompétents. Donc, on est obligé de se débrouiller un petit peu par soi-même. Maître de 7 en Châtavichac. Voilà. Donc, c'est pas forcément le natif qui va recevoir une maladie. Ça peut être ses proches avec les maisons dérivées. Et puis, pareil pour les enfants à un moment donné, attention aux enfants, parce que le maître de 5 est aussi chez Châtabichac, c'est-à-dire dans la constellation des 100 médecins. Donc évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. C'est une constellation qui est, comme toutes les autres, très riche en significations. Mais parmi ces significations les plus célèbres, d'ailleurs Volgin en parle aussi un peu dans son livre, c'est effectivement des maladies qui peuvent être difficiles, ou bien tout simplement une personne qui finit par se guérir d'elle-même parce que les médecins sont un peu incompétents enfin, sont pas capables de voir sa Oui. problématique. Voilà. Mm. On a une autre technique aussi très intéressante, mais là, ça peut être un peu plus compliqué. C'est si on mêle différents systèmes. On a un système qui s'appelle le système de Gemini, et en fait, c'est un système assez simple en pratique. C'est que la planète qui est la plus avancée sur une réglette de 30 degrés, par exemple, toi, ça va être Mercure, eh bien, Mercure va être appelé ce qu'on appelle l'Atma Karaka. Atma Karaka, en astrologie indienne, c'est simplement le natif lui-même. Donc, le nakshatra, justement, occupé par l'Atma Karaka, va être super important. Voilà. Et surtout pour le destin. Et donc évidemment, donc on revient au nakshatra des astrologues. Eh oui, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que finalement, je veux dire, Mercure, c'est le maître de mon Soleil, c'est aussi le maître de mon nœud nord, et Mhm. c'est donc la planète des nakshatras de mon ascendant et de ma lune. Donc, Oui, il ressort vraiment beaucoup ce Mercure. oui, ouais, tout à fait. Et là, effectivement, c'est une période très importante pour toi parce que entre décembre 2024 et juillet 2027, tu es en sous-période de Mercure.
Et donc, ça veut dire que ta lune, elle est activée. Ouais, Ta lune, elle est en chute, maître d'ascendant. Donc, ça peut être, attention à des problèmes de santé. ouais, Mercure est maître d'ascendant rétrograde, par Nakshatra rétrograde, même interprétation. ouais. Et comme on a dit en Jaimini, donc ce système très simple qui simplifie un peu les choses, mais Mercure et aussi, on voit ici, natif lui-même, sa santé, bah c'est qui? C'est Mercure. Donc évidemment, comme on a tout qui va dans le même sens, dans cette sous-période de Mercure, la santé va être au cœur, va être centrale dans ce que tu vas vivre en Alors, réalité. ce que je confirme, parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur cette chaîne, parce que j'ai une autre chaîne dans laquelle j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais effectivement, D'accord. je traverse une grosse épreuve de santé puisque je suis atteinte d'un cancer. D'un cancer enfin, qui concerne bien cette lune en scorpion, hein, parce que les organes touchés concernent bien le scorpion. Et oui, oui, ben, je traverse cette épreuve Hmm. avec beaucoup de foi. C'est peut-être ce poisson dont tu parlais tout à l'heure qui Ça voilà. peut jouer, oui. Après, c'est vrai que j'ai aussi un Jupiter en poisson et en maison 9. Mais oui, donc du coup, alors tu me disais avant qu'on démarre l'enregistrement qu'en fait pour voir comment allait se terminer cette épreuve, il fallait faire vraiment une analyse plus approfondie. Oui, Hmm. ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le thème natal ici, c'est 50% du boulot. Ça veut dire que les promesses du thème, c'est vraiment 50%, ce qu'on va appeler ici les promesses statiques. Ensuite, si on veut évidemment avoir les 50 autres restants, on va devoir travailler sur des systèmes dynamiques. Et donc, tout ce qui va être les systèmes de direction, les systèmes de période, les systèmes de transit. Alors, généralement, il y a une technique qui fonctionne bien, c'est que on regarde la tête du thème de transit au moment, au moment où tu as changé de sous-période. Voilà. Et on va justement regarder comment sont configurées les maisons entre elles, enfin, pardon, les planètes, pardon, dans les maisons par rapport au thème natal et aussi par rapport à elles-mêmes. Alors, par exemple, ce qu'on voit, ce qui est assez flagrant ici, c'est que dans ce thème de sous-période, eh bien, tu as Mars qui vient attaquer ta maison 1. Et Mars, ça peut être effectivement des traitements un petit peu lourds parfois, parce que bah, Mars, voilà, il est assez rude. L'avantage quand même, c'est que pour les ascendants cancer, Mars est maître de 5 et de 10. Ça veut dire qu'il est maître d'une maison bénéfique et il est maître d'une maison puissante. Donc, Mars, pour les ascendants cancer et les ascendants lion d'ailleurs, en astrologie indienne, il est particulier parce que même s'il peut faire, entre guillemets, un peu de dégâts, ça veut dire qu'il n'est pas évident, parce qu'il va toujours agir à la manière de Mars, finalement, il protège parce qu'il est bénéfique et puissant dans ce qu'il régit en termes de maison. Donc, il va logiquement être plutôt sympathique. Même chose évidemment pour Jupiter en 11 qui occupe sa maison parce que la maison c'est la joie de Jupiter et donc il est plutôt protecteur. On retrouve une forme de protection déjà dans le natal avec Jupiter en 9 qui aspecte l'ascendant et la lune. Donc ça Mm. c'est quand même de très très beaux, de très très belles configurations. Si bien, alors évidemment il est maître de 6. Ça veut dire qu'il va agir sur les deux. Ça veut dire qu'il va entraîner une petite difficulté de santé parce qu'il régit la 6 et en même temps, il finira par devenir protecteur puisqu'il régit la 9. Eh oui, mais très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, effectivement, ce Mars qui vient parler d'un traitement très agressif, puisque effectivement, je suis entrée en chimiothérapie et en radiothérapie, donc ça vient parler de feu, hein, ça Ouais. doit brûler. On veut qu'il soit agressif, on veut qu'il soit destructeur, Voilà, ce Mars, parce que en fait, l'idée, c'est de réduire cette tumeur qui est exact, ouais. extrêmement grosse. Mhm. Parce que si elle n'avait pas été si grosse que ça, je ne serais pas allée dans ce type de traitement. J'aurais été Mhm. plutôt vers les médecines alternatives, telles que je le pratique depuis 40 ans. Mais là, bon, bah, il s'est avéré qu'ils l'ont découvert un peu tard. Et donc, bien avancé. Mais Ouais. oui, donc ce que tu me dis là, il est destructif, mais en même temps, au final, il est aussi Voilà, protecteur puisqu'il vient aussi guérir quelque chose, détruire bien sûr, ouais, le ouais, mal en fait, hein. ouais, tout à fait. Donc ça, c'est alors il y en a d'autres, mais ça, c'est une technique qui est souvent et assez efficace. Voilà, donc on peut jouer dessus. Alors, on voit aussi hein, que le nœud sud était sur ton soleil. Le soleil qui à la fois régit la vitalité
de manière naturelle, en même temps qui est le maître par nakshatra de ton Mercure. Donc, quelque part, il est le socle de ta santé. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que le nœud sud, c'est justement la chimiothérapie. C'est-à-dire que c'est les traitements par radiation la plupart du temps. En fait, on a le nœud nord qui généralement renseigne sur des tumeurs. Tu es dans une période du nœud nord, hein, donc c'est pas étonnant. Ouais. Et le nœud sud qui est comment je guéris le nœud nord, donc par des traitements généralement lourds ou invisibles. D'accord. Voilà. Donc on avait déjà un petit peu ça. Et puis petite, c'est pas pour, bon, c'est pour être un peu taquin, mais si on tropicalise, on se rend compte aussi que ton ascendant est régi par le Soleil, donc ascendant Lion en tropique, et Mm. que le nœud sud est sur ton Soleil aussi en chute. Voilà. Donc de ce thème de transit, il fonctionne aussi en tropique. Ouais. Simplement en tropique, on utilisera évidemment plus les nakshatras puisqu'on se base sur la lumière et non plus sur les étoiles. Ouais. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, hein. Oui, oui, non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ok. Donc, pour en revenir à notre histoire de nakshatra, donc il y en a qui sont plus importants que d'autres, Oui, celui de l'ascendant, celui où se trouve la lune et ouais. celui où se trouve le soleil, non, c'est ça? Alors, le soleil, pas tellement. Le maître d'ascendant, surtout. Ah oui, le maître Ouais. d'ascendant. Ah oui, donc du coup, moi j'en ai deux essentiellement. Voilà. Et aussi, quand même, là où se trouve le maître d'ascendant par nakshatra. C'est-à-dire que ton ascendant par nakshatra, Mercure, donc là où se trouve Mercure, son nakshatra va être aussi important. Voilà. Après, bon, en soi, on peut travailler sur tous les nakshatras. En soi, on peut travailler sur tous les nakshatras. Simplement, pour la personnalité généralement ou pour le destin, la plupart du temps, l'ascendant et la lune suffisent. Ok. Après, on peut Et là, toujours compléter, hein. ouais, là, le mercure, il se trouve dans le nakshatra du nœud sud, c'est ça? Du soleil. Ah, du soleil. Ouais, Ok. du soleil. Uttara Phalguni, c'est relié au soleil. Ouais, Ok. c'est relié au soleil. En fait, les nakshatras vont commencer en bélier. Alors, pas traditionnellement, je vais vous expliquer après pourquoi, mais en fait, ils commencent en bélier par Ketu. Euh, En fait, ça va suivre cet ordre. C'est-à-dire qu'on va avoir Ketu, donc 13 premiers degrés 20. Ensuite, un nakshatra de Vénus. Donc, on retrouve Vénus qui suit toujours Ketu. On retrouve ensuite, entre le bélier et le taureau, des nakshatras du soleil. C'est pour ça que, entre chaque constellation du feu et de terre, ce qu'on va retrouver ici, même chose, entre le lion et la vierge, là, on voit que c'est le même nakshatra, UP, UP, alors que c'est dans deux constellations différentes, c'est-à-dire le lion et la vierge. Mais c'est Hmm. dans la même micro-constellation, c'est-à-dire Uttara Phalguni. Euh, donc, c'est toujours les mêmes dispositions. C'est-à-dire que on va avoir des nakshatras du bélier au cancer, et ensuite, on reprend du lion au scorpion exactement la même disposition des nakshatras par rapport aux planètes qui les régit, et ensuite du sagittaire au poisson. Donc ça, c'est assez pratique. Ça veut dire que en fait, tous les nakshatras régis par une même planète se retrouvera toujours dans les mêmes éléments. Voilà, D'accord. donc ça, c'est pratique. Par exemple, je sais que les nakshatras de Mercure vont être tous dans les constellations d'eau. Donc Cancer, Scorpion ou Poisson. D'accord. Donc toi, tu as Jupiter dans une constellation de Mercure, la Lune et l'ascendant. D'accord. Donc évidemment, ça va. euh, Mercure est important, ne serait-ce que parce que tu as plusieurs planètes ou plusieurs facteurs célestes qui occupent des nakshatras de Mercure. Oui, parce que moi, au-delà en fait de me passionner pour l'astrologie, je me passionne surtout pour transmettre la D'accord. connaissance, transmettre tout ce qui est autour des lois de la vie, Hmm. de la guérison aussi, hein, de l'expansion de soi, euh, D'accord. la transmission de la vérité avec un grand V, c'est-à-dire celle qui n'a pas d'opposé. Hmm. Dans le sens où, en fait, la vérité n'existe pas, dans le sens où elle s'interroge à chaque instant et que la vérité est vivante et elle doit toujours se remettre dans son contexte. Hmm. Cette grande vérité-là, moi, qui m'intéresse. Hmm. Euh, Très bien. Alors, effectivement, on peut aussi approfondir. C'est-à-dire que
on a une technique qui s'appelle les Nadi Nakshatra, qui a été surtout popularisée par Krishnamurti, alors pas le philosophe, l'astrologue, et qui a été repris un peu par Jean Détier, qui a d'ailleurs un des seuls ouvrages vraiment intéressants d'astrologie indienne écrit en français, donc ça s'appelle L'astrologie de l'Inde de Jean Détier. Et il va regarder, par exemple, la Lune. Il va dire, ben voilà, la Lune, elle est dans un nakshatra de Mercure. Mercure en maison 2. Eh ben, c'est comme si la Lune avait aussi un rôle sur la maison 2. Ça veut dire que c'est comme si tu avais la Lune aussi en maison 2. Donc, pour ce qui a trait à ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire la voix, la parole, la transmission, on est sur la maison 2, parce que c'est tout ce qui sort de la bouche, la maison 2. Ouais. Donc, la Lune, c'est cette idée, parce que c'est toi ici le maître d'ascendant, ça va être aussi la Lune, donc tu vas avoir un lien très fort avec cette maison 2. Et ouais, et je suis aussi chanteuse. Ah bah oui, bah là, bah c'est bon. Ouais, bah là, c'est spectaculaire, pour le coup. Ah bah oui, parce que déjà, bon, Mercure, maître d'ascendant par nakshatra en 2, avec la Lune en lien avec Mercure en 2, bon bah là, oui, on a tout. Ouais, Donc, on enfin, peut je être suis plus. conférencier, chanteur, etc. Ouais. Ouais, bah, enfin, je fais de la scène, je fais des spectacles, Ah oui, d'accord. ma voix, enfin, il y a vraiment. Je suis une artiste, en fait, aussi. Hmm. Ah oui, oui, oui. Oui, bah là, c'est c'est spectaculaire, ok. Donc là, l'importance aussi des nakshatras pour ce côté encore plus spectaculaire. Vous voyez, ça fait des années que je pratique l'astrologie, mais je suis presque tous les jours surpris de la pertinence à chaque fois de la chose. Et alors, je sais pas si c'est important, je pense oui, c'est important de s'en étonner parce qu'on a toujours un regard neuf sur la chose, mais c'est vraiment bluffant, hein. À chaque fois, Et oui, mais ça me surprend toujours. ce que tu dis, c'est important, c'est important de s'en étonner parce qu'en fait, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment quelque part une science de la vie. Une Oui. science enfin, c'est un outil de sagesse, de connaissance de soi, et ça vient parler de la vie, du vivant, et on doit s'étonner de la vie parce qu'il y a quelque chose de magique Hmm. derrière la vie, le vivant, quoi. Et on est dans un monde qui donne beaucoup plus de pouvoir aux sciences dites exactes, mais qui sont souvent enfermées dans des dogmes, alors que là, c'est vraiment vivant. C'est vraiment, il y a aussi une place, comment dire, de l'intuition, c'est-à-dire qu'on n'est pas astrologue uniquement avec sa tête, on l'est aussi Mhm. avec son cœur, en ajustant les interprétations à la personne en face, à l'instant présent. Enfin, enfin voilà, tout ça, ça vient vraiment mettre en valeur la complexité de la vie. Mhm. Et je trouve ça magique. C'est pour ça que je suis autant passionnée par l'astrologie, parce que c'est vivant à Mhm. l'image de la vie. Hmm. Quand je t'écoute, on voit bien l'ascendant dans le D9 en poisson, hein. C'est, même rien que ça, hein, je trouve ça assez bluffant, hein, de voir les similitudes entre ce que montre le thème et comment se manifeste l'individu quand il s'exprime, ou même dans ses propos, dans les mots qu'il va utiliser, dans les expressions. Parce qu'il y a certaines expressions que tu vas utiliser que d'autres qui vont avoir l'ascendant en cancer et en poisson dans le D9 vont utiliser aussi. Donc c'est très très intéressant. Et alors j'ai beaucoup eu de clients, parfois d'élèves aussi, qui ont la même position. Et souvent, on remarque ça, c'est que les gens que l'on côtoie ou qui viennent nous voir ou qu'on fréquente ont souvent les mêmes dispositions. Alors pas tout, évidemment, pas tout pareil, parce que c'est pas possible, mais souvent l'ascendant ou la lune qui va se retrouver souvent au même endroit. Hmm. Et alors, ce qui est le top, c'est vraiment dans la même famille. Par exemple, si je prends ma grand-mère, elle a l'ascendant Ashleisha. Si je prends ma femme, elle a le maître d'ascendant en Ashleisha. Moi, j'ai l'ascendant Ashleisha. Et ma fille a l'ascendant Ashleisha quasiment au même degré. Donc là, c'est bon. Ah, ça, C'est c'est assez particulier. intéressant. Mais c'est vrai quand toi tu viens parler de que toi le sous-degré tu l'as en Capricorne et non pas en Poisson comme moi.
et tu dis, bah voilà, Capricorne, c'est peut-être plus business. Mhm. Et moi, j'y arrive pas. Et quelque part, comment dire, un petit peu le bas qui blesse chez moi. Mais en même temps, ce que moi je vais dire, ce que moi je vais prôner, c'est que le meilleur, comment dire, la meilleure stratégie qui peut fonctionner en business, c'est l'authenticité. Ça, c'est typique poisson. Non, mais c'est un gros poisson. Donc moi, je table là-dessus, c'est être vraiment authentique. Et donc du coup, l'authenticité pour moi, c'est tellement important que je suis allée vraiment creuser en fait cette notion pour savoir, mais Hmm. c'est quoi l'authenticité? Est-ce que l'authenticité, c'est de se mettre à poil? Hmm. C'est-à-dire, parce que je m'aperçois bien qu'il y a une confusion entre l'authenticité et l'intimité aujourd'hui dans notre Mhm. société, tu C'est vois. juste, Et ouais. non, c'est pas se mettre à poil. L'authenticité, c'est d'abord être intègre. Mhm. Et c'est savoir aussi voiler certains secrets, Mhm. hein, alors que on a, c'est-à-dire Oui, il peut y avoir une forme de pudeur avec voilà, l'authenticité, c'est-à-dire que c'est ça. tout n'est pas à dire et comment être authentique, ça parle d'intégrité et non pas d'intimité, de Mhm. trop intime qui parfois peut être très impudique. Pour moi, la Oui, pudeur oui, oui, bien sûr. Même voire avec vulgaire, hein. ouais, voilà, voilà. Oui, on n'est pas obligé de tout voir, hein, c'est sûr. Et c'est ça, parce que après, je veux dire, toujours aller chercher les détails croustillants pour faire du Ouais, sensationnel. ouais, bien sûr. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas Mhm. ça qui m'intéresse. Moi, c'est de pouvoir effectivement transmettre une connaissance qui est incarnée, qui à partir d'un vécu, donc là où il y a une vérité, mais qui est la mienne en fait, hein, et qui peut Mhm. effectivement parler à plein de gens. Et bien entendu, on attire les personnes qui sont Ouais. souvent sur les mêmes longueurs d'onde, hein, à qui ça parle à un endroit. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'ouvrir les cœurs, enfin les yeux, les Mhm. oreilles et le cœur aux personnes. Et donc, à trop vouloir en mettre plein la vue, on finit par fermer tout ça, parce que quand c'est Mhm. trop, c'est trop. Donc, Mhm. il y a, comment dire, c'est comme dans toute chose, c'est qu'est-ce qui est essentiel à transmettre, ni pas assez, ni trop. En fait, c'est vraiment la dose Ouais. juste. Le juste milieu entre. Ouais, 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 je Ouais, vois ce que tu veux dire. Ouais. ouais. Bah, d'accord, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que je vais avoir une autre approche en tant qu'ascendant Capricorne dans le D9. Moi, ça va vraiment être une approche très méthodique, très technique, méthodique. Donc, vraiment du Saturne-Mars. Euh, Ouais. c'est l'exaltation et le domicile de Mars. Donc, moi, ça va vraiment être comment mes élèves vont pouvoir utiliser de manière concrète et le plus efficacement possible ce que je vais leur enseigner. Donc, c'est des choses. C'est tout à fait, tout est légitime, hein, c'est-à-dire que chaque approche des Ah 12 oui, mais constellations va être légitime, bah euh, oui. mais euh, mais c'est-à-dire que moi je veux pas être fait pour euh, spécialement pour être authentique, et toi tu vas pas forcément être fait pour faire des méthodes très techniques comme je fais ou comme je l'enseigne. Mais Ouais, ouais. c'est ok, je veux dire Bah, c'est OK, c'est là où c'est complémentaire, c'est là où bien on est sûr, riche ensemble en fait. exactement. Hein. Et tu vois, et quand je vois l'importance de ce Mercure dans mon thème, finalement, que tu mets en valeur là aujourd'hui, Ouais. bah, je me rends compte combien effectivement ça vient expliquer pour moi cette quête du mot juste. Mm, Mettre vraiment le mot juste sur la réalité qui se vit. Pour moi, mm, c'est essentiel, tu vois, toute la capacité, pour moi, toute la qualité de la communication, elle se fait en utilisant les mots justes, parler mm, vraiment avec justesse de la réalité pour communiquer une vérité, en fait. Parce que mhm, on est tellement aujourd'hui aussi dans une société qui parle avec des mots qui sont désincarnés, qui veulent plus rien dire. On met tellement les mauvais mots sur la réalité. D'ailleurs, quelque part, même on ne nomme plus la réalité. Enfin, on parle de la mm. novlangue aujourd'hui, hein, comment la parole, elle est détournée, elle est manipulée, elle est sous emprise. Enfin, c'est incroyable. Et moi, c'est vraiment cette vigilance-là Mm. de comment on utilise le langage et comment il a besoin d'être incarné, effectivement. Bah, c'est sûr que Mercure, il est précis, méticuleux, et il voit les petits détails.
Donc c'est sûr que pour même pour un écrivain ou un artiste, de manière générale, Mercure en 2, même en 3, même en 5, c'est des bonnes positions alors aussi en 8 et en 11 et en 9 parce que ça va refléter en fait sur la maison d'en face. Donc en fait, ça va être automatiquement des positions qui vont être importants pour, euh, pour communiquer avec précision. Mercure en 2, 3, 5, 8, 11 et 9. Voilà. Et oui, pour le coup, comme tu parles d'écrivain, je précise que je suis aussi écrivain. Ouais, c'est pas étonnant. Alors généralement, hein, alors il y a beaucoup d'ascendants Cancer, Ashleigha, qui vont effectivement être reliés à l'écriture, parce que comme Mercure régit la 3 et que c'est en même temps leur maître par un nakshatra, bah, il y a une connexion entre la 3, la 12 et eux-mêmes. Donc automatiquement, Mercure et la 3, ça va être la rédaction, les correspondances, l'écriture de manière générale, ou tout simplement communiquer avec ses mains. Et la 12, ça va être plutôt de l'ordre du développement personnel, Mercure à la 12, et puis tout ce qui s'apparente au mystère ou au fait de distinguer justement ce qui peut être un peu de l'ordre du méconnu, de l'inconnu, ou tout ce qui est attrait à la conscience, etc., avec la maison 12. On a souvent aussi de l'interprétation. Hein, je remarque de plus en plus que la 12, c'est vraiment une maison d'interprétation. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont marqués par la 12, euh, et il y a une idée, c'est que aussi que la 12, c'est la maison à la fois de Saturne et de Vénus. Et en fait, Saturne, dans petite parenthèse, mais juste, Saturne, c'est une des seules planètes qui comprend quelque chose au mystère du monde, parce que sa maison, c'est la 8 et la 12, justement. Et c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc, elle va approfondir les mystères. Et Vénus, alors ça c'est particulier, Vénus c'est la planète qui brille le plus au-delà des luminaires. Donc il y a un côté piti, oracle, voyance avec Vénus, si bien que un de mes formateurs en astrologie indienne, Ernst Willem, affirme, alors ça se discute, mais affirme que il faut toujours un Vénus fort ou important dans le thème pour que le natif soit un bon interprète, un bon astrologue par exemple. Et, euh, et donc, la maison 12, c'est justement les deux maisons de Saturne et Vénus. Et donc, pour moi, c'est de plus en plus, avec la 9 bien sûr, mais c'est de plus en plus une maison de l'interprétation. Mhm. C'est assez intéressant. D'ailleurs, dans ton thème, tu as Vénus qui, ça c'est une technique en astrologie indienne, c'est-à-dire que chaque planète va aspecter les maisons, non pas les planètes, mais les maisons qui s'opposent. Et donc forcément, si Vénus se retrouve en chute en 3, elle va se retrouver exaltée en maison 9. Donc ça favorise l'interprétation astrologique. D'accord, c'est passionnant tout ce que tu racontes. Et puis tu as Vénus, alors il y a aussi ça, elle paraît faible, Vénus, parce elle est en chute. Mais la vraie force d'une planète, elle se retrouve ici, dans le D9, D'accord. parce que c'est la position finale. Et donc Vénus, elle se retrouve en taureau, dans cette position-là, c'est le Waouh. taureau. Donc elle se retrouve en réalité, elle paraît faible, mais elle se retrouve puissante. Ça veut dire qu'en fait, au début, tu peux avoir des difficultés avec ce que régit Vénus, et ensuite, ça va être beaucoup plus stable. Oui, effectivement. Après, bon, moi là qui me perfectionne un petit peu en astrologie sidérale, alors je fais pas de l'astrologie védique pour l'instant, D'accord. mais en astrologie sidérale. Donc, en étant née de nuit, j'ai déjà d'office déjà la lune qui est prédominante chez moi. Et en tant que naissance nocturne, Vénus prend une valeur plus positive aussi dans mon thème. Oui, Mars aussi, ouais. Lune, Ouais, Mars, Vénus. Et puis Mercure si elle est occidentale. Ouais, voilà, exactement. voilà. Et, Ouais. et cette Vénus, bon, étant donné qu'elle est quand même aussi conjointe à mon soleil, elle est importante pour moi. Et j'ai bien senti aussi toute cette évolution. Bon, j'ai quand même Saturne aussi en maison 7 Ouais. ascendant, et que toute cette notion de la relation que vient soulever Vénus et aussi, comment dire, la maison 7, Mhm. bah, je vois bien qu'il y a eu un énorme boulot. Aujourd'hui, je parle d'écologie relationnelle, c'est devenu mon domaine D'accord, oui. d'expertise aussi, tu vois. Et donc, il y Mhm. a vraiment quelque chose de très fort pour moi autour Mhm. de cette Vénus. Ouais, ouais, bien sûr. Après, il y a aussi un truc intéressant, c'est que on a les planètes donc visibles ici, donc Vénus, admettons, mais on a aussi les astres qui occupent des nakshatras de Vénus.
Et ça va amplifier d'autant plus la planète en question. Comme en fait ton Mercure, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire la Lune, Jupiter, l'ascendant chez Mercure, bah, automatiquement ça renforce Mercure. Parce que Mercure devient ce que j'appelle la planète socle. Ça veut dire qu'en gros, elle est responsable de Lune, du corps et du destin, et de Jupiter. Là, il y a juste le nœud sud, qui est chez Vénus, mais le nœud sud, souvent, ça fait des talents. C'est les dons. C'est généralement ce qu'on a hérité de manière, alors en fonction des croyances, de la génétique familiale, etc., ou d'autres vies, etc., en fonction des croyances. Mais le nœud sud, c'est un talent, un don. Là, tu disais tout à l'heure que tu faisais des choses en lien avec la médecine holistique, etc., depuis 40 ans. Le nœud sud en 6, c'est typique. C'est typique. Souvent, c'est je me débrouille par moi-même pour guérir, quoi, évidemment quand c'est possible, et j'ai un don là-dedans. C'est parce que le nœud sud, ça donne des dons. Si on regarde Rimbaud ou Jimi Hendrix, ils avaient le nœud sud en maison 3. Bah oui, parce qu'ils avaient un don, une virtuosité dans la manière de jouer de la guitare ou d'écrire. Parce que c'est les maisons de créativité. Et là, si je me trompe pas, parce que tout à l'heure je me suis trompée du nom de l'étoile, mais j'ai mon nœud sud qui est conjoint à l'étoile Vega. D'accord, ouais, ouais. Vega, ça vient aussi parler de dons artistiques, Ouais, et puis ouais. de notoriété aussi. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose autour de. Ouais, de l'art, ouais, tout à fait, ouais, c'est juste. Ouais, 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 tout à fait. Ok, super. Bon, bah écoute, l'heure est passée extrêmement vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter sur les nakshatras? Ah, bah, je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, peut-être ce sera l'objet d'une autre vidéo. Une autre vidéo, ouais, ouais, ok, bah avec, vraiment avec plaisir. Je te remercie infiniment, c'était passionnant. Du coup, on a Merci à été toi, beaucoup Marie. dans la pratique, hein, voilà. Bah, là, pour le coup, je me suis un peu mise à nu, Oui. mais très intéressant, vraiment très intéressant. Merci. Je vais arrêter le partage. Voilà. Voilà. Eh ben, écoute, merci Jordan. Merci à toi, Marie. Voilà, bah là, comme je vais passer dans une nouvelle phase assez hard de mon traitement parce que je redémarre là une chimio. Mm. Donc, je pense que je vais être pendant quelques temps un petit peu faible. Mais bon, dès que je reprends des forces, ma passion pour l'astrologie m'appelle, me nourrit énormément. Donc, j'espère qu'on pourra refaire des vidéos ensemble. Avec plaisir, avec plaisir. Et bon courage à toi. Merci, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.